Merci de rester en notre compagnie pour la seconde partie de New World Forum. Nous parlons du rêve américain avec deux invités. Zato Kadambaya qui est resté avec nous. Zato Kadambaya, il est le représentant aux États-Unis du Parti du Peuple de l'Intégrité, PPI. Il est avec Dr Aubin Kodjovi-Iton, le président du mouvement Nouvelle Vision. Et lors de la première partie, nous allons évoquer vos différents parcours pour aller aux États-Unis. Nous avons parlé du rêve américain. Maintenant, je voudrais que vous nous expliquiez un peu comment se construit ce rêve, le rêve américain, dans l'intention de voir comment cette construction peut être exportée dans nos différents pays. Je commence avec vous, Zato Kadambaya. Comment s'est construit d'abord le rêve américain? Donc, ce mot, merci beaucoup pour encore l'opportunité d'être ici. Le mot a été introduit par l'historien James Adams en 1931 dans un livre intitulé Epics of America, dans lequel il a souligné qu'il y a un rêve d'une terre où la vie sera meilleure, prospère à tous. Et c'est de là que les gens ont commencé à migrer autour de cette idéologie que tout est possible, mais il a dit aussi que le rêve là, les opportunités seront ouvertes à chacun selon leur capacité ou leur habilité. Donc vous voyez toutes les discussions que nous avons menées jusqu'ici, on n'a pas laissé l'individu seul. Le rêve peut être là, et vous devez être actionnaire, vous devez actionner sur ce rêve-là. Et je pense qu'on va encore aller en détail sur l'infrastructure qui existe pour permettre à l'individu de réaliser ce rêve. Mais le mot a été introduit depuis 1931 par l'historien. Donc c'est une construction d'abord intellectuelle. C'était conçu intellectuellement. Docteur Ton, est-ce que cette construction, est-ce que les Africains, on va le dire, les Afro-Américains, les Noirs, ont participé à cette construction? Oui, je dirais d'abord que à la construction des États-Unis, ou bien lorsqu'ils faisaient le développement du système américain, c'est en ce moment-là que Truslow, James l'Américain, en 1931, disait qu'on fera de cette terre une terre qui ouvre des opportunités à tout le monde. Et il a ajouté quand même que cette opportunité serait par rapport aux potentialités de chacun et de ce que Dieu a mis en chaque homme. Donc, je pense que le rêve américain, d'abord, nous donne un désir de construire nos pays avec une vision donnée. Parce que sans cette vision, il serait difficile pour quelqu'un de vivre dans une prospérité, comme l'a souligné notre hymne national. Aujourd'hui, que tu sois américain, noir américain ou pas, tu es dans un système où le squelette te permet quand même de vivre un rêve donné. Donc ce n'est plus question de savoir si les Noirs ont participé ou pas, mais le système entier vous draine vers la réalisation de ce rêve. C'est pourquoi même nous, en tant que Togolais, une fois aux États-Unis, nous participions à la construction de ce rêve américain, non seulement en aidant le système, mais aussi en réussissant, en devenant des modèles. C'est pourquoi d'ailleurs, je dirais que le rêve togolais est possible. Est possible parce qu'on a besoin maintenant d'une conscience, on a besoin de construire une conscience collective où chacun des Togolais arrivera à comprendre que oui, je peux rêver, non seulement rêver, mais avoir les outils pour réaliser mon rêve. Et je suis très content de voir mon frère avec moi parce que nous avons aujourd'hui, avant de changer cette mentalité, nous avons besoin de construire des modèles réussis. Et je fais même référence à mon dernier livre, Les secrets de la réussite de la vie, où j'ai parlé un tout petit peu de comment réussir sa vie. Aujourd'hui, je voudrais dire à chaque Togolais qui m'écoute, qui est en train de me regarder aujourd'hui, que c'est possible. Ce n'est pas une évangile, ce n'est pas de la prêche, mais je vous dis que c'est possible parce que je ne suis pas né sur les étoiles comme les autres, mais j'ai vécu comme un Togolais ordinaire. Mais ce que j'ai pu réaliser, non seulement ici, mais aux États-Unis, je pense que c'est possible pour chaque Togolais. Mais je ne suis pas en train de dire que nous allons transposer tous les Togolais ou bien les emmener aux États-Unis. Mais nous allons construire un Togo
où toutes les opportunités seront possibles. Et tout ce que Dieu a mis en chacun de Togolais va s'exposer. Non seulement pour eux-mêmes, mais pour toute la nation togolaise. Ouais. Oui, donc je dirais que quand le système est construit par rapport à une vision donnée, et tous les citoyens ont compris cette vision, il n'est plus question de savoir si ce sont les nordistes qui vont contribuer, ou bien les sudistes, ou bien les musulmans, ou bien les athées, mais ce serait une conscience collective. Et c'est ce que nous voulons créer à travers une nouvelle vision. Mais comment se fait-il que le rêve d'un historien au départ est devenu une conscience collective? Je voudrais ajouter, peut-être élaborer un peu, pour voir, ce n'est pas un hasard. Un pays ne se développe pas au hasard. Ça, c'est clair. Maintenant, on a beaucoup de recherches qui montrent ça. Ce n'est pas au hasard. Donc, l'idée est implantée. Et il faut une structure. Et la structure, soyons clairs, c'est la politique. La structure, c'est la politique. Et le PPA était clair. Un pays qui est développé, ce n'est pas les ressources. Vous pouvez faire des recherches. Les pays qui se développent, ce n'est pas les ressources. Et ce n'est pas les montagnes qui nous empêchent le développement. Nous l'avons dit, ce n'est pas Malfa Kassou qui nous empêche, ou bien la mer qui nous envoie la fraîcheur qui nous empêche. C'est la politique. Donc, une fois que l'idée a été émise, c'est tombé sur de bonnes oreilles. Comme ceux qui lisent la Bible, Jésus a dit que les grains tombent sur des terres fertiles et des terres sur des cailloux et d'autres, ça les emporte. Donc, vous pouvez avoir un bon rêve, et je pense que fondamentalement, la discussion, c'est ce que nous disons, sans dire ça clairement, que un bon rêve du travail, ça tombe sur une terre qui n'est pas fertile, vous n'allez pas produire. Et c'est ce que nous appelons ici qu'il faut fondamentalement changer notre système de telle façon que si tu te bats, tu vas arriver. Et c'est ça que PPI a mis en marche, qu'il nous faut collectivement y arriver à une vie équitable. Et où les opportunités ne sont pas le privilège de peu, mais une nécessité de tous. Et quand nous avons lancé notre parti, nous avons donné 8 points pour arriver à ça. Mardi, nous avons encore ajouté 3, ça ferait 11 points pratiques. On ne peut pas avoir le rêve en image, mais il faut donner, comme nous sommes d'accord, une infrastructure peut-être intellectuelle ou bien politique pour que chaque Togolais puisse arriver à ce rêve-là. Est-ce que ce rêve dont nous parlons est différent de la vision qui est développée dans certains pays? Au Togo, on a parlé de vision 2030 avec l'élaboration d'un plan national de développement. Est-ce que c'est... Monsieur Boko, mon frère va ajouter, la vision d'un parti politique ne fait pas la vision collective. Je pense que mon frère et moi, nous avons utilisé le mot collectif. Si on compte, c'est beaucoup de fois. C'est important. On ne sait pas connecter avant d'être ici. D'accord? Justement. Donc, nous avons utilisé le mot collectif plusieurs fois. Donc, il faut qu'on amène, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas de cette région ou bien de ce parti, collectivement, en tant que Togolais, qu'est-ce que nous voulons? Peu importe. Et ce squelette-là, comme le Dr. l'a encore souligné une fois, ce squelette-là est là. Moi, je peux dire que, bon, on va mettre la brique de ce côté. Il va dire qu'on va mettre ça de ce côté. Mais on a quelque chose. On ne départ pas de l'essentiel pour les Togolais. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut l'infrastructure politique. Moi, je suis très clair. Ce n'est pas une autre infrastructure qu'on parle. C'est la politique. Une fois qu'on n'a pas une politique sincère qui va converger les Togolais vers une vision claire, là, on ne pourra pas s'en sortir. On peut beau rêver, mais ça va aller dans l'homme. Oui, je ferai d'abord référence à une vidéo que j'ai suivie la dernière fois. Un citoyen ordinaire de Dubaï qui répondait aux questions d'un journaliste. Et il faisait référence au Nigeria. Il disait qu'à Dubaï, ils n'ont pas du pétrole, assez du pétrole comme au Nigeria. Ils n'ont pas de l'or comme d'autres pays l'ont, comme les autres pays de l'Afrique. Mais ce qu'ils ont qui fait la différence, c'est le leadership. Donc, ce que ça m'a inspiré, c'est le fait que le Togolais a besoin aujourd'hui de son leadership. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de leadership, mais le Togolais a besoin de son leadership. Du leadership qui va l'inspirer à donner le meilleur de lui-même,
à dévoiler sa compétence qu'il a, à se mettre au travail. Parce qu'à la fin, il sait qu'il y a un rendement, il sait qu'il y a une rémunération, il sait qu'il y a au moins quelque chose en quoi il pourrait être satisfait. Donc aujourd'hui, ce que nous apportons, et nous le disons clairement, c'est qu'il faudrait que le leadership construise la conscience collective autour de cette vision et que chaque Togolais puisse arriver quand même à croire en quelque chose. Le Togolais aujourd'hui croit en quoi? Peut-être je crois en l'UNI parce que je suis un membre de l'UNI et quand il y aura les opportunités, je serai servi. Ou bien je crois en PNP parce que je suis membre de PNP ou de l'ANC. Quand il y aura tel poste, on me donnera. Et on vous dit... PNP, c'est plus probable avec le rouge là. Le rouge, c'est une couleur. PNP, c'est un parti. Donc, peu importe le cas, moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est très important. C'est que le Togo a besoin de son leadership. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir inspiré depuis longtemps d'être un conducteur, un détenteur d'une vision pour ma nation. Et je suis certain que non seulement ils vont l'écouter, mais ils vont vivre la vision. Est-ce que la vision, le rêve, est-ce qu'il doit être porté par une personne? Est-ce que ça ne va pas au-delà d'une personne? Oui, le rêve, la vision va au-delà d'une personne, mais ne nous envoilons pas la face. La vision est reçue, mais la vision est construite ensemble. Par exemple, quand on se réfère à James, quand il disait que cette terre doit être telle. Mon frère Zato l'a dit. C'est rentrer dans des oreilles, dans de bonnes oreilles, dans de bonnes oreilles. Et c'est en écoutant ça, les autres ont dit, oui, donc si tu as dit ceci, on pourra faire cela, on pourra mettre ces garde-fous, on pourra construire ceci. Donc c'est un ensemble. Mais quand même, reconnaissons que la vision, le porteur d'une vision ne porte que le squelette. Le squelette ne fait pas le tout. Le squelette te dit, par exemple, voilà la taille. Si c'est un homme ou c'est une femme, tu sauras. Maintenant, il y a d'autres personnes qui seront les cheveux, d'autres qui seront les yeux, d'autres qui seront le nez, les oreilles, et un Dieu qui souffle dans ça pour lui donner vie. C'est pourquoi aujourd'hui, à la nouvelle vision, nous pensons qu'il n'est plus question de faire des combats contre des hommes, mais de développer des idéologies autour desquelles les Togolais, en toute globalité, peuvent se voir et se dire que oui, voilà ce que je reconnais. Voilà ce que je veux être. Voilà le désir qui me pousse à aller au boulot tous les jours. Voilà nos mamans au marché à chaque fois. Qu'est-ce qui les pousse à aller au marché? Qu'est-ce qu'elles sont en train de voir en tant que futur de leurs enfants? Si après avoir investi des millions dans des écoles privées, les enfants sont toujours à la maison avec elles, demandant d'acheter même des crédits. Moi, je pense quand même qu'on pourra rétablir une nouvelle vision, un nouveau leadership. Et je rends grâce, je le dis encore, d'être porteur d'une vision qui éclairera cette jeunesse et qui donnera des identités à notre pays, le Togo. Zato Kadambaya, comment faire concrètement pour que la vision, le rêve d'une personne devienne le concept de toute une nation? Je pense qu'on doit recadrer un peu pour aller un peu plus concret. Ce n'est pas la vision d'une personne. Si c'est une vision d'une personne, on sera sur un terrain glissant. Parce que la personne part et nous ne sommes pas là. Donc, je pense que Dr Ton et moi, nous avons bien insisté, c'est collectif. Donc, pour arriver à quelque chose de substantiel, il faudrait corriger la courbe sur laquelle nous sommes. Dans ce pays, pendant longtemps, les discussions tournent autour des personnalités. C'est pourquoi, chez nous, pour le PP, nous avons été clairs, l'ennemi, ce n'est pas un autre Togolais. Ce n'est ni même pas un autre parti politique. L'ennemi, c'est la misère commune. C'est ça, notre ennemi. Monsieur, docteur, on peut me donner à manger. Si je viens chez lui, j'ai faim, il va me donner à manger, mais nous ne sommes pas de même parti. Donc, les choses que nous devons corriger, c'est fondamental d'abord. Pour instaurer aux citoyens que c'est collectivement que nous sommes. Donc, il faut enlever ces barrières-là, où c'est la chasse à l'homme. Pour le PP, l'ennemi n'est pas un Togolais. L'ennemi n'est pas un autre parti politique. Nous sommes prêts à travailler ensemble. Actuellement, je me sens vraiment réconforté que Dr Ton et moi, on parle des idées très similaires. Very similar, right? Mais, et avec la même passion. Est-ce que vous voyez? C'est important de développer les citoyens qui ont la même passion que toi. Mais pendant longtemps, nous avons des passions qui se détruisent. Des forces, vous présentez une idée, il y a une insécurité. Et je vais ajouter ce qu'il a dit, je réinsiste, c'est la politique. Et définitivement, c'est le leadership. Aussi longtemps qu'on n'a pas un leadership qui va nous converger vers notre énergie,
qui va nous donner une voie où chacun de nous va lutter pour que collectivement nous soyons bien. Collectivement, nous pouvons faire quelque chose. Il faut que nous construisons un pays où collectivement nous sommes forts, au lieu d'un pays où les gens sont forts. Nous devons faire du Togo un pays fort, non pas un pays où il y a les gens forts. C'est ça, la vision du PPI. Oui, vous paraphrasez un peu Barack Obama. Dans son fameux discours au Ghana, où il parlait d'institutions fortes et non... Bien sûr, bien sûr. Oui, mais est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant que les idées dont vous parlez là soient distillées par des personnalités solitaires au lieu de constituer des mouvements, des partis politiques? Parce que dans les contextes africains, dès que vous créez les mouvements, les partis politiques, vous créez des scissions, vous créez des clivages. Bon, je ne pense pas que ça dépend de... Vous, par exemple, Nouvelle Vision et lui, PPI. Si je comprends bien ce que mon frère Zato est en train de dire, je pense que même s'il a PPI, il est de la Nouvelle Vision. Quand on parle de la Nouvelle Vision, ce n'est pas au fait une institution donnée, c'est une idéologie. Donc quand les partis politiques partagent la même idéologie, on ne pourra pas dire qu'on crée des scissions. Non, on pourra peut-être dire qu'on a des approches différentes pour construire cette idéologie. Donc je ne pense pas qu'avoir des partis politiques ou des institutions sont des freins quand même à un développement donné. Mais ce qui est plus important, c'est que nous devons définir l'idéologie, la vision fondamentale même du Togo. Quand on prend les États-Unis par exemple, tout président qui vient n'invente pas ce qu'il doit faire, parce qu'il y a déjà une vision donnée, il y a déjà un fondement à suivre. Quel est le fondement? Il y a quelqu'un qui dit à son âme que même un singe peut diriger les États-Unis. Justement. Donc c'est pourquoi j'ai aimé quand il a fait référence à l'hymne national, quand l'hymne national disait que nous devons construire un pays prospère. Et il a dit quelque part, nous devons travailler. Bien sûr. Et nous sommes tous conscients, bon, ça dépend si vous êtes chrétien, que même celui qui a créé le ciel et la terre est un travailleur. Parce que le premier verset même de la Bible, Dieu créa le monde. Il a créé. Il ne faudrait pas que les Togolais restent assis et penser à un lendemain meilleur. Mais je pense quand même que la création des partis ou des institutions ne sont pas en elles les freins, mais c'est ce que nous en faisons. Parce que je partage parfaitement ce que PPI a quand il dit par exemple que notre premier ennemi n'est pas un Togolais, n'est pas un homme. Et c'est ce que nous avons répété à travers nos échanges dans la Nouvelle Vision pour dire d'arrêter les combats contre des hommes et d'aller vers des combats des idéologies. Comment en est-on arrivé à ce niveau où le combat politique, la plupart du temps en Afrique, est devenu un combat d'hommes et les hommes se combattent au lieu que ce soit des combats d'idées? Bon, je voudrais peut-être adresser ça et Dr Tom peut ajouter. Pour l'intérêt des audiences, je souhaiterais que on focalise notre discussion un peu plus sur le futur. Parce qu'on ne comprend pas le passé. Je sais ça. Parce que nous allons encore retourner en arrière voir comment ça se passe. C'est bien, un travail de terrain, mais concrètement, c'est la politique. Ça avantage le politicien. C'est tout. Il n'y a pas un intérêt supérieur. Il n'y a pas un intérêt supérieur. Je vous assure. Dans PPI, nous avons fait des analyses. Nous faisons des recherches. Si vous faites des recherches concrètement, même ceux qui soutiennent ce qui existe, ils ne sont pas bien. Quels sont les gens qui souffrent plus? J'étais parti vers chez moi, vers le nord, je suis du nord. Qui souffre plus? C'est nous les gens du nord. Est-ce que vous avez vu un homme du sud aller au nord faire là-bas manœuvrage? C'est nos gens qui viennent au sud faire le manœuvrage pour vivre. Donc qu'est-ce qu'on a? On doit laisser et suivre des idées qui travaillent. C'est pourquoi nous avons dit l'ennemi n'est pas notre Togolais. Je m'en fous si c'est M. Ton qui peut faire pour que ça marche, que j'ai une vie équitable, que mes enfants aient un avenir. Je m'en fous si M. Combatté peut le faire. C'est cette nouvelle génération-là. Je suis très heureux de voir le Dr Ton here. Vous m'excusez. Donc, pour que nous amenions un nouvel langage, le PPI a 3 axes d'opération.
nous voulons un nouveau langage, un nouveau terrain politique et une nouvelle stratégie. Et Dr Ton et moi, nous avons déjà agréé, même on ne se connaissait pas, on a besoin d'un nouveau langage. Justement, tu vois les 3 points sur le régime en création d'une nouvelle vision, d'une nouvelle manière de voir les choses. De voir les choses. Vous voyez, donc, et pendant longtemps, ça avantage le politicien. Quand les gens sont divisés, et pour encore plus de clarité à votre question que pourquoi il y a plusieurs partis politiques, mais il faut être reconnaissant. Qui s'affrontent, qui font un débat de personnes. Je suis ici jusqu'ici, par la grâce de Dieu, M. Ton ne m'a pas attaqué, et je ne l'ai pas attaqué, n'est-ce pas, non? Bon, c'est ça, je pense seulement... Parce que nous sommes de la nouvelle... Voilà, c'est ça qu'il nous faut. Je sais qu'il lutte pour les Togolais. Il n'a pas dit de brûler le Togo. Je n'ai pas dit de brûler le Togo. C'est ça, il faut comprendre. Donc, je pense qu'une nouvelle vision, un nouveau leadership est nécessaire au Togo. On ne peut pas cacher ça. Et quelque part, à la question, pour savoir pourquoi la plupart du temps, les partis politiques s'en prennent les uns aux autres. Et quand on retourne un tout petit peu dans l'historique des partis politiques au Togo, vous allez comprendre que ce qui fait de la popularité à un parti aujourd'hui, c'est celui-là qui se dresse rigidement, d'une manière tendue contre l'autre, qui donne la popularité. Je me souviens depuis quand j'avais fait l'annonce de mon intention politique et autres, les gens se disent, tu es de quel bord? C'est comme si au Togo on doit avoir 2 bords. Moi je suis du bord du peuple et les gens sont confus. Mais si la popularité est conçue sur le fait que nous devons nous dresser l'un contre l'autre, ça fera qu'à chaque niveau, nous allons essayer de faire des combats des hommes contre des combats d'idéologie. En plus de ça, il y a aussi l'éducation qui joue un rôle très important dans le développement d'un pays. J'ai toujours donné aussi l'exemple là à mes collaborateurs pour leur démontrer quand même que nous avons des insuffisances dans notre système d'éducation, ce qui fait que nous cultivons la médiocrité et nous recevons des diplômes pour ça. Comment ça? Justement, très simple exemple. Je suis en classe de mathématiques et voilà, on a fait un devoir et M. Combaté a eu 14 et M. Jules a eu 9. C'est vrai, je n'ai pas dit Gilles, j'ai dit Jules. Là. Je veux pas te... Bon, ça, je peux donner mon exemple parce que j'étais très mauvais en mathématiques, je recevais régulièrement de... D'accord. Mais maintenant, le professeur Zato a dit félicitations, monsieur Combaté. Et quand il donnait la feuille à monsieur Gilles, dit fainéant, 9. Maintenant, tout ce que monsieur Gilles est en train de chercher dans sa vie, c'est quoi? Le jour où il doit dépasser monsieur Combaté. Donc le jour où monsieur Gilles a maintenant 7, qui est plus mauvais que ce qu'il avait reçu. Et ce jour-là, monsieur Combaté, et plutôt, monsieur Combaté qui avait 14, à 6, monsieur Gilles serait tellement content. Donc, ce qui veut dire que l'éducation nous a dressés d'une manière où, pour évoluer, il suffit de mettre ton prochain derrière toi. Donc, c'est la culture de la jalousie. Oui, mais est-ce qu'on peut faire autre chose? Oui, on pourrait le faire. Oui, mais par exemple, en politique, quand on fait les élections, il y a toujours un premier et un deuxième. Donc, je ne refuse pas. D'une manière ou d'une autre, on doit les affronter. Même aux États-Unis, il y a toujours un premier et un deuxième. Mais imagine par exemple aux États-Unis où on parle de competences. Où on dit par exemple, quand tu franchis level 3, you are competent, que tu es compétent. Donc, ce que les enfants font, c'est quoi? C'est que tenons-nous la main et arrivons à dépasser la barre là et nous sommes tous compétents. Donc, tu vois que c'est une barre horizontale qui permet à chacun d'être compétent. Aujourd'hui, on te voit, on te dit, tu as quelle note, tu as quel diplôme. Alors que l'Américain te demande, tu as quelle compétence. Donc, il faudrait quand même qu'on puisse reconnaître que nous avons beaucoup à faire. Nous devons reformater, refonder notre nation. Et ce n'est pas seulement le problème d'une seule personne. C'est un travail collectif à faire avec chacun de nous. C'est pourquoi il faudrait quand même que tous ceux qui s'engagent dans la politique et les leaders d'opinion doivent comprendre aujourd'hui que nous avons une refondation à faire autour d'une idéologie et laisser les combats des hommes derrière. Dis à ton prochain, quelle idéologie tu amènes? Qu'est-ce que je peux amener pour construire cette idéologie? Peu importe l'appartenance politique, nous pourrons reconstruire, refonder, reformater et redéfinir le rêve togolais que nous allons tous vivre. Pour être encore plus étayé ça au système américain, donc on parle de professionnalisme. Right? So, si M. Dr Ton atteint son professionnalisme hier, et moi je me débrouille, je croise la ligne demain,
chose. Ce n'est pas que quelqu'un a 14 et quelqu'un a 8. Nous tous, on sera officiels. Mais c'est ça, vous allez voir aussi dans notre système que j'ai évoqué. Quand on fait le recrutement des fonctionnaires, c'est l'âge. Donc, depuis quand, si vous avez une entreprise, vous mettez comme l'âge une priorité au lieu de qui peut faire bien le travail. Et c'est quelque chose que le pays adresse sérieusement. Pour le PP, même si vous avez 100 ans, et c'est vous qui pouvez débloquer le Togo sur la voie du développement. Pourquoi on va vous bannir? C'est la compétence. Donc vous n'êtes pas d'accord sur les plafonds et les, comment on dit ça, les limites d'âge imposées pour diriger les pays, par exemple? Pour dire quoi? Pour dire, par exemple, qu'au-delà de 70 ans, vous ne pouvez pas diriger un pays, vous ne pouvez pas postuler pour être candidat de la République. Est-ce que quelqu'un, à 70 ans, quelqu'un va vous dire que vous ne pouvez pas? Vous serez vous-même fatigué, si vous êtes conscient. Oui, mais ça veut dire que la limite d'âge, l'âge... C'est pourquoi je dis qu'on n'a même pas besoin de dire à quelqu'un. Mais c'est un problème de compétence. Si par exemple, 70 ans, bon, généralement, après un certain âge, la compétence s'est réduite, ce que tu faisais. Oui, mais donc s'il n'y a pas de limite, même l'énergie. Certains peuvent toujours se dire, comme Mugabe au Zimbabwe, et comme Ouad au Sénégal, à 85-90 ans, si dans un pays, comme l'a dit mon frère, dans un recrutement national, on pose des limites d'âge, alors que dans le même pays, il n'y a pas accès à l'éducation à chaque enfant, et les gens doivent commencer le CP1 à 11 ans ou à 12 ans. Est-ce que vous pensez que ce leadership est en train de drainer et les gens ont pourtant réussi? Et si vous allez déposer votre candidature et au-delà de ça, on vous demande si vous êtes membre de tel ou tel parti. Donc vous allez... Non, il y a une discrimination qui ne permet pas l'évolution, qui ne permet pas de construire le rêve togolais. Mais quand même, je remercie M. Gilles et toute l'émission d'aujourd'hui, parce que c'est une émission qui permet quand même de dire au peuple togolais que nous allons redéfinir le rêve togolais, que nous allons vivre un rêve togolais, que nous avons des gens comme M. Zato et moi, et des gens dans la diaspora, des gens même au Togo, qui sont prêts à apporter leur pied à l'édifice de notre nation. Nous avons une jeunesse regorgée de talent. Nous avons une jeunesse qui est prête à se donner, à construire ce pays. Mais le simple fait, la simple chose que cette jeunesse demande, c'est un leadership qui les rassure. Et nous, c'est pourquoi nous appelons tous nos leaders, les leaders politiques, les leaders actuels de nos gouvernements, à savoir que la pièce principale de votre leadership doit être le bonheur, le bien-être et le mieux-être de votre population. Doit être la condition des femmes dans leurs champs, la condition de nos mamans dans leur marché. Il faudrait quand même qu'on agisse autrement et puis qu'on puisse retrouver et rétablir le rêve togolais et faire de chaque Togolais un fier citoyen. Donc je pense que c'est possible. Et nous le ferons. Comment se fait-il que dans les discours de tous les politiques, vous attendrez ça, le développement, ils disent qu'ils travaillent pour les couches vulnérables, tout le monde parle de plan social, mais à la fin, on ne retrouve pas le développement. C'est typique de tous les pays africains. Ok, là je suis très d'accord. Vous avez bien mentionné ce qui se passe. Mais c'est à vous, les journalistes, de les coincer. Quand quelqu'un dit qu'il a un programme de développement social, demandez les concrets. Le mot est vague, sans action. Il faut dresser ça. What are your policies to support your vision? Quelles sont les politiques qui supportent la vision? C'est pourquoi le pays est très concret. Rappelez-vous qu'en 2017, quand j'ai lancé le parti, j'ai dit que pour la première fois dans l'histoire du Togo, que les allocations familiales soient découplées du travail. Vous êtes sans savoir qu'il y a cela quelques mois, le gouvernement a décidé d'expérimenter cash out aux familles les plus démunies. Un hasard après 50 ans? Ce n'est pas un hasard. Oui, mais quand vous parlez d'allocation, c'est un exemple de supporter notre politique. Oui, mais l'allocation familiale, ça fait combien? Ça fait moins de $5. Est-ce qu'il suffit de... Ok, je suis d'accord avec toi. Actuellement, ils ont combien? Docteur, tu es mathématicien. Si quelqu'un... Non, je n'ai pas dit que c'est suffisant. Il faut donner au peuple et ils vont demander plus. C'est-à-dire, quand ils ont quelque chose, ils vont me dire que ce n'est pas suffisant. Actuellement, comme ils ont. On doit commencer quelque part. Voilà, donc on doit être conscient qu'on commence quelque part. Et là, c'est comme ça qu'on va soutenir ce rêve.
vous allez parler à un enfant qui est au village, qui ne peut pas manger, qui a un rêve, il faut lui donner un support. Et il sait que le rêve est possible. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez dire à un frère comme Fofo Amégan, à Palimé, qui est dans ces temps difficiles, il n'y a rien. So, le PPI propose la retraite à tout le monde. Que dans vos temps les plus difficiles, vous ne tombez pas sur le floor, sur le ciment. Oui, un peu seulement. Est-ce que ce ne sont pas des comment on va dire, des propositions de man of the people, ça? Non, c'est qu'il fait que... Est-ce qu'il y a les ressources nécessaires pour supporter ce que vous dites là? Vous parlez d'allocation à toutes les familles, à tous les enfants. Vous parlez de retraite à tout le monde. Est-ce que ce n'est pas aller sur le pays des merveilles? Non, je vais répondre à cette question. Oui. Quand le PPI a proposé les allocations qui ne sont pas liées au travail, soyez sincères. Nous avons dit que si vous n'avez pas de travail, nous allons essayer d'examiner les familles qualifiées et ils seront 4 000 francs CFA par mois. Actuellement, le gouvernement donne au maximum 12 000. Donc, pour chaque famille, pour une seule famille... Pour 6 enfants, c'est-à-dire 2 000. Voilà. Pour une famille, nous allons atteindre 3 familles. Nous avons aussi proposé, Dr Ton, que si quelqu'un fait au moins 200 000 francs CFA, il n'a pas besoin d'allocation familiale. Donc, nous avons cap ça au top pour redistribuer à la base. Même si on n'a pas l'argent, on n'a même pas demandé de nouvelles sources. Ce qui existe maintenant là, c'est ça qu'on prend pour redistribuer. Et pour les retraites, comment vous faites? Si l'on sait que ceux qui ont déjà travaillé ont du mal à percevoir leur retraite, comment le faire? Comment l'étendre à tout le monde? Dr Ton et moi, nous avons agréé que c'est un problème de leadership et de gouvernance. Il n'y a pas de raison que quelqu'un qui a travaillé et contribué, à la fin, ne pas avoir ce qu'il a contribué. Ça, c'est mathématique. Nous avons parlé de retraite à tout le monde à contribution. Et Dr Ton, qui vient des États-Unis comme moi, c'est de quoi je parle. Si vous vendez au marché, vous contribuez un peu, à la fin, nous allons faire une retraite. C'est ça qu'on appelle social safety net, ou social security. Donc, on ne peut pas attendre tout le monde d'avoir du travail du gouvernement pour avoir la retraite. Prenez le paysan qui est au champ. Est-ce qu'à 50 ans, on peut encore travailler au champ? Et si tu n'as pas un enfant, comment tu vas vivre? Ils sont parmi nous. C'est ça qu'il faut mettre d'une façon communautaire pour parler qu'on a un rêve. C'est ce rêve-là que nous allons mettre une structure que quand vous vous débrouillez, quand vous contribuez par exemple un peu, nous allons arriver à vous faire quelque chose de substantiel. Il existe un peu une structure pareille au Togo aujourd'hui, la DOSI par exemple, qui est en train de réorganiser le secteur informel en proposant donc une forme d'assurance aux conducteurs de taxi-moto par exemple. Il me semble que ça va dans le même sens ce que vous proposez. D'ailleurs que nous avons proposé en 2017. Je pense que quand nous attaquons, vous voyez M. Dr Ton, c'est des problèmes de nos gens. C'est ça. Donc, ce n'est pas contre quelqu'un. Si on ne commence pas à faire ces idées-là, on n'aura jamais le résultat. Ok. Alors, on va aborder le dernier virage de cette émission. Comment capitaliser le retour d'expérience, les Africains qui ont émigré, qui sont aux États-Unis et ailleurs, comment faire en sorte que ce qu'ils ont appris là, à l'extérieur, puisse profiter à leur pays d'origine? C'est la question centrale. Est-ce que vous avez des idées là-dessus, docteur? Oui, bien sûr. Je suis un produit et un acteur de cette idéologie. Je pense qu'au Togo aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on commence à créer des modèles réussis qui pourront inspirer les jeunes à se donner. Qu'est-ce que vous appelez modèle réussi? Un modèle réussi, c'est-à-dire des hommes, des femmes togolaises qui, à partir peut-être de rien ou bien d'une condition ordinaire, sont arrivés à telle ou telle chose pour pouvoir inspirer d'autres. Nous avons plein de Togolais à l'étranger qui font l'honneur du Togo, mais qui ne sont même peut-être pas connus. Mais ces Togolais, il faudrait quand même créer un cadre qui les inspire, qui les attire à revenir partager, ne serait que des partages avec leurs concitoyens. J'ai fait des partages à l'université où je parlais même de mon parcours, de ma biographie. Et les jeunes se demandent, bon, donc tu étais aussi comme nous, mais j'ai conduit des millions dans ce pays. En quelle année? Avant que je ne parte en 1999. Je suis parti 1999 en 2000, je suis parti en 2001. Je conduisais même jusqu'à presque la semaine avant mon départ.
Donc quand j'étais même à l'université, très tôt le matin, je conduisais Zémidjan. Donc quand un Zémidjan man me voit aujourd'hui, peut-être dans mon suburban, et reconnaît que j'ai été un Zémidjan, ça lui dit quelque chose. Ça lui dit, non, je ne vais pas mourir en tant que Zémidjan, c'est un passage. Donc je voudrais quand même que ces expériences que nous avons vécues à l'étranger puissent servir de modèle à nos jeunes et de leur dire que rien n'est tard et que l'espoir doit être renouvelé en nous et que nous devons nous mettre au travail. Mais en second lieu, il faudrait quand même un leadership accompagnateur, un leadership qui crée le cadre à tous ces jeunes, qui les inspire à aller plus loin. Et c'est l'opportunité pour moi quand même de m'adresser à nos leaders actuels de différents secteurs. Si vous êtes par exemple du ministère de l'Emploi et que vous voulez lancer un concours, mettez tout en œuvre pour que l'équité soit respectée. Pour que les jeunes ne soient pas recrutés parce qu'ils sont membres de vos partis. Pour que les jeunes ne soient pas recrutés parce qu'ils sont des filles que vous courez. Que les jeunes ne soient pas recrutés parce qu'ils sont des gens connus de vos familles. Mais que les jeunes soient recrutés par rapport à des critères définis. Et il faudrait quand même que nous donnions des chances égales à chaque citoyen. Et c'est ce qui est défini dans l'American Dream. C'est que chaque citoyen a une potentialité que Dieu a mis en lui. Il faudrait maintenant un leadership qui les aide à développer cette potentialité. Et non seulement ça aidera ce citoyen, mais ça aidera nos peuples. J'ai connu à travers des événements de la grande semaine de la diaspora, des Togolais qui ont fait des inventions, mais qui sont restés à la maison aujourd'hui en train de rechercher même 1000 francs pour se payer des crédits. J'ai connu des gens qui ont été même des champions du Togo dans des luttes, dans des choses. Mais aujourd'hui, ils sont des vendeurs de boudins. Des gens qui ont joué, du carburant, des vendeurs qui ont joué pour notre équipe nationale. Mais aujourd'hui, ne peuvent même pas se payer l'argent pour se coiffer. Ce n'est pas possible. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Il va falloir qu'on capitalise sur nos talents. Il va falloir qu'on puisse redorer le Togolais, qu'on puisse lui donner le désir de s'appeler et la fierté de s'appeler Togolais. Je crois que c'est possible et c'est ce que nous devons faire à travers les expériences vécues à l'étranger. Zato Kadambaya, comment faire que ce que vous avez appris à l'extérieur puisse profiter à votre pays? Vous avez un devoir, parce que c'est l'État togolais qui vous a envoyé, par exemple, aux États-Unis. Donc, à mon avis, la question posée à Dr. Ton et myself, bon, nous, c'est comme on va se servir. On défonce une porte ouverte. Voilà, donc c'est comme on va se servir. La question serait posée à ceux qui sont ici, comment on peut collaborer. Quelles sont les dispositions pour accueillir de nouvelles idées? C'est ça qui est fondamental. Oui, mais lui et moi, on peut beau faire, on vient dans un système. Je vous assure, on peut le déclarer l'ennemi de l'État demain. On peut me déclarer l'ennemi de l'État demain. Ah bon, comment ça? C'est une façon de parler, non? Non, c'est pas une façon de parler. C'est un mauvais rêve, ça. C'est la réalité. On peut vous déclarer l'ennemi de l'État. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ici? Donc, ceux qui devaient venir, il y a deux volets de ça. Ceux qui accueillent et ceux qui viennent. Et je suggère qu'il y ait un esprit de collaboration. Oui, mais il y a des structures qui ont été créées. J'ai eu vent même d'un commissariat qui a été créé pour... Bon. Et il y a une structure créée et la philosophie appliquée. C'est deux choses différentes. Je vais essayer de détailler un peu ce que le frère a dit. Quand j'étais à Brita Sopic, quand je suis arrivé, et à l'usine de Grenache, Sopic, et nous recrutons les employés quotidiens. Donc je sors le matin devant l'usine, ils sont là nombreux. J'ai dit, mais donc, qui prendre, qui ne pas prendre? J'ai demandé d'amener un papier. On déchire le papier, vous écrivez votre nom. Quand c'est journalier. Donc, je prends quelqu'un d'entre eux, je dis, tire. Si le nom que tire, la personne travaille le jour-là. Donc, un tirage au sort. Hein, voilà. Les gens ont pleuré le jour-là. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais eu ça. Même s'ils n'ont pas travaillé le jour-là, ils sont contents parce que quelqu'un n'est pas avantagé. Ils sont même s'ils n'ont pas eu le travail le jour-là, ils sont contents que ça a été... L'opportunité a été étendue à tout le monde. C'est de parce ça qu'avant, c'était sélectionné... Non, ça se fait à la maison. Par le visa. Ça se fait du moment où j'étais avec mes collaborateurs, il y a des gens qui sont dans leur champ. Vous allez faire le champ pour eux et vous venez vous donner le travail.
Mais moi, j'ai dit, il faut changer ça. Tous ceux sont qualifiés. Parce que c'est journalier. Donc, vous faites, si on tire votre nom, vous travaillez. Je vous assure, les gens n'ont pas voulu ça jusqu'ici. Donc, ce que nous devons changer, pour que chaque Togolais ait confiance, il faudrait la confiance d'abord. Que quand on passe un concours, c'est corrigé. Et que les meilleurs passent. Que quand tu te déploies, c'est faisable. Donc, en tout cas... Et qu'on sorte les verrous d'âge voilà. Pour les concours. Pour permettre à ceux qui ont commencé le CP à 11 ans de... Avant que nous finissions cette émission, je voudrais rappeler que il faut que chaque Togolais soit fier d'être Togolais. C'est pourquoi le PPI a lutté. En 2017, nous avons dit qu'il faut abolir la pièce de nationalité togolaise. Un enfant est né ici à Lomé, à l'hôpital de Sinoa Olympique. Bon, il est né à Lomé. Bon, après 15 ans, il faut demander pardon au gouvernement d'être Togolais. Et c'est des tracas dans les villages. Allez-y au service des nationalités. C'est comme un camp de réfugiés. Les Togolais chez eux-mêmes. Quelle fierté! Imaginez un citoyen qui quitte Saint-Cassi pour venir à Lomé. On lui dit que sa nationalité n'est pas prête. Quelle fierté il a comme Togolais de retourner chez lui. Donc c'est pourquoi nous disons... Oui, mais il faut quand même certifier le fait d'être Togolais. Vous voulez comment on peut le faire? Docteur Ton, tu peux m'aider ici. Quelqu'un est né à Tchévier, à l'hôpital de Tchévier. Bon, qu'est-ce qu'on a? Quelle preuve vous avez besoin plus que ça? Et regardez sur la nationalité et la naissance. Il n'y a pas d'information supplémentaire. Est-ce qu'il y en a? Il n'y a pas d'information supplémentaire. Dites-vous la vérité. Pour un villageois de Saint-Cassé, c'est des tracas. C'est des gens qui ont aussi 2, 5, 6, 7, 10 enfants. C'est l'argent qu'on demande. Donc pour vous, l'acte de naissance seul suffit pour le PPI, vous avez votre... établir... Oui, pour le PPI, vous avez votre acte de naissance, nous faisons la carte nationale et le passeport. Mais c'est des tracas. Oui. Ça avantage qui? Soyez sincères, il faut qu'on discute de ça sérieusement. Ça avantage qui? Moi, je crois qu'à ce niveau... Mais, bon, vous allez m'aider là. Nous n'avons pas été très... Nous avons dit ceci, docteur Tom. Si les gens aiment la nationalité, on vous délivre et la naissance et la nationalité en même temps. Nous proposons des solutions tangibles. À la fin de la journée, c'est l'autorité compétente qui te délivre la naissance. C'est ça, non? Immédiatement, vous avez votre nationalité. Il ne faut pas attendre 15 ans ou 20 ans. Vous savez combien d'élèves ou de Togolais qui ont été ruinés par la nationalité. À la fin, docteur Ton est un éducateur comme moi. Si vous éduquez un enfant jusqu'en terminale, vous ne savez pas qu'il est Togolais. Quand il a reçu au bac, que vous lui demandez, montrez-le qu'il est Togolais. Ça n'a même pas... Je ne comprends pas ça. Ça a été difficile pour que je fasse ma nationalité. Du village. Donc, je pense que c'est des besoins comme ça qu'on peut s'unir, peu importe de quel parti vous êtes. Parce que vous allez chez vous, là, les gens qui vous supportent au village, là, ils ne sont pas Togolais. Ils ne sont pas Togolais. Et docteur Ton, je vous... Parce qu'ils n'ont pas la nationalité togolaise. Bien sûr. Ils ne sont pas Togolais. Je vous challenge comme pour la partenaire que les prochaines élections qui vont venir là, sauf ceux qui ont la nationalité doivent voter. Si vous êtes prêt à faire la carte de vote aux gens qui ne sont pas Togolais, vous ne voyez pas ça? Oui. Alors, moi, je pense que c'est un bon sujet de discussion. Parce que, par exemple, si nous considérons les États-Unis, il y a ce qu'on appelle le droit de terre. Le droit de terre pour les États-Unis, par exemple, si tu es né là-bas, oui. Alors que pour la constitution togolaise, il faut être issu d'un parent togolais. Bon, je pense que c'est un bon sujet de discussion qui n'est pas aussi direct que ça, parce qu'au moins aux États-Unis, les entrées et les sorties sont un peu contrôlées. Alors que il y a eu un temps... d'autres ont bénéficié de la nationalité togolaise pour salir le nom de Togo quelque part. Bon, je pense que ce sont de bons sujets de discussion, mais ce qui est important dans ce que propose mon frère, c'est l'accessibilité aux pièces d'identité. C'est pourquoi pour nous, bien pour moi, je propose une décentralisation opérationnelle de nos politiques, parce que quelqu'un qui est né dans un village doit au moins avoir un accès minimum aux services de l'État. Donc il faudrait quand même que
les États civils soient quand même des parties décentralisées à un niveau donné, les services de passeport au moins régionalisés, pour que tu ne quittes pas Sinkassé pour venir faire le passeport ici à Lomé, alors qu'il y a au moins 5 à 6 régions. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et ce sont des choses que nous avons pris en considération en élaborant un projet de développement pour notre pays. Donc je remercie le niveau de discussion, toutes les propositions que vous faites également à l'endroit du développement de notre pays, le Togo. Non, je vous remercie sincèrement. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you. Mr. Tom. You're very welcome. Parlez un peu anglais. Thank you for the invite. And then it was a pleasure sharing the table. I think as together we'll make a difference. That's right. So I also thank you. I thank every one of you who have listened to our show today. I'll call it show because it's a way of us to tell you that something is possible in Togo. We believe in the dream of the Togolese people and we will make it happen. Not only that we believe it, but we believe that we'll make it happen. We will, indeed, we will. And then above all, one makes sure that Togolese themselves believe in themselves that it's possible. It is possible. Anything is possible. The only thing they need is a new leadership. We cannot get this. You know, Einstein says something great. Doing the same thing over and over and expecting A different result, not work. I don't want to say, it's just, c'est la sottise. Yeah, thank you very much. Thank you. And what about Sheikh? It's up to you. I'm supposed to get a check. C'est le rêve togolais que j'ai amené. Parce que pour notre pays, Dr. Tom, Oui. nous sommes repartis à la source. Dès l'indépendance, on nous a donné un rêve, que chaque Togolais doit être prospère. C'est pourquoi, au lancement de notre parti, nous avons dit qu'il faut réclamer ça. Le chèque là, de prospérité là, nous voulons ça. That's our dream. Que ça soit manifeste dans la réalité, dans la vie des Togolais. Quand vous chantez notre hymne, les enfants dans les campagnes chantent ça. Il faut que ça soit manifeste. Je pense que c'est un rêve plus puissant. La prospérité pour tous les Togolais. Pourquoi nous avons abandonné ce que nos parents nous ont donné? Et quand il a dit comment on peut interposer les choses, il faudrait d'abord écouter nos ancêtres. Les tenants de l'indépendance nous ont donné une feuille de route. Nous sommes partis de là, sur des terrains glissants, sur des chemins stériles, des discussions inutiles, des attaques de l'autre, et oublier la prospérité promise aux Togolais. C'est pour ça que nous sommes là. Nous voulons réclamer ça. D'accord, à travers donc le chèque, Oui. que chacun réclame son dû. C'est ça. Mais il faut signer ça. Merci, c'était riche et intéressant. Donc, on va creuser peut-être davantage le sujet à une autre occasion. Merci aux aimables téléspectateurs de leur fidélité à ce forum. Dans un instant, une nouvelle édition de Journal. On se retrouve très bientôt pour un nouveau forum.